C'est bon pour vous? Bien, bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. J'espère que cette entrée un peu vivifiante va nous permettre d'avoir un conseil non pas réfrigéré, mais en tout cas dynamique. Je voudrais évidemment commencer par vous saluer toutes et tous, les élus, les agents qui nous permettent de convoquer, de tenir, d'organiser, de retransmettre ce conseil municipal. Je voudrais les saluer en votre nom et les remercier pour leur travail et leur disponibilité. Je voudrais également saluer les habitants qui sont sur place pour assister à notre conseil municipal et également celles et ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Donc ce conseil municipal est un conseil municipal qui ne devrait pas forcément être trop long. C'est le deuxième du mandat et le troisième de l'année. Nous aurons 14 délibérations sur lesquelles travailler, mais également la présentation de l'organisation de l'équipe municipale qui sera faite en fin de séance. Et puis, en particulier, l'adoption du règlement budgétaire et financier de la collectivité qui nous sera présenté par l'adjoint en charge des ressources. Donc, le quorum est fixé à 17 élus. Je constate avec vous qu'il est atteint. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Celui de Éric Monte pour Olivier Gagliardini, d'Alice Molon pour Véronique Blanc et de Laura Siffer pour Clémence Aubert. Je vais vous proposer, pour commencer cette séance, de désigner nos deux secrétaires de séance. Et je vais vous proposer la candidature de Jean-Yves Gobren et de Élodie Riffel. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix. Y a-t-il sur ces deux candidatures-là des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, adopté. Félicitations à nos deux secrétaires de séance. Je vous informe, en ce qui concerne l'ordre du jour, de deux évolutions par rapport à la liasse qui vous a été transmise. D'abord, la délibération 32 qui concernait la désignation des représentants de la commune à la SPL Haute-Grenoble a été retirée. Elle sera vue dans un second temps au conseil municipal du mois de mai. Et puis, il y a sur la délibération numéro 39 qui concerne les indemnités des élus une modification sur un pourcentage, mais que nous verrons tout à l'heure dans la présentation. Si vous en êtes d'accord, je vous propose que nous puissions commencer ce conseil municipal, comme il en est de tradition, par l'adoption de la séance précédente et de son compte-rendu. Est-ce que sur cette délibération et sur l'approbation de la séance précédente, il y a des remarques ou des interrogations? Je n'en vois pas, alors je mets aux voix directement. Est-il des avis contraires? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je vais également vous poser la question habituelle concernant les décisions que j'ai été amené à prendre sur délégation du conseil municipal. Est-ce qu'il y a sur ce compte-rendu des remarques ou des interrogations? Oui, Fabien Durand-Poudret. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs les employés de la collectivité, mesdames, messieurs, bonjour. À propos de ces décisions du maire et pour la totalité du mandat, nous voudrions formuler le souhait suivant. Dans un souci de transparence et pour permettre d'exercer pleinement notre rôle de contrôle, nous demandons à ce que l'ensemble des documents et des justificatifs relatifs aux décisions du maire, prises en vertu de la délibération qu'on avait votée, nous soient communiqués en amont de la commission, quand elle aura lieu de la commission finances, j'imagine, ou de ressources, pour qu'on puisse effectuer un contrôle rapide. Et on espère pouvoir compter sur votre collaboration pour ce point. Alors vous allez surtout compter sur la collaboration des agents municipaux parce que nous, on n'a évidemment aucune difficulté à être transparent puisque d'abord c'est la loi et qu'ensuite ça fait partie des principes de gouvernance qu'on a toujours portés, donc pas de difficulté pour cela. J'apporte une réserve toutefois, mais ce sera au service de la mesurer, c'est la tâche de travail que cela va demander parce que quand on dit l'ensemble des documents qui sont portés, il y a non seulement l'arrêté, la décision qui a été prise sur délégation du conseil municipal, mais si vous voulez l'ensemble des documents, il y a un nombre de pièces comptables, et ça c'est très compliqué. Mais sur le principe, pas de difficulté, on soumettra à nos services la demande. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la commission, elle permet d'évoquer cela. Donc je ne sais pas si... parce qu'en fait, si vous avez voté au dernier conseil municipal à l'unanimité la transmission de ces pouvoirs au maire, c'est simplement pour qu'on aille plus vite. Et si la contrepartie de cette transmission, c'est qu'à chaque conseil municipal, vous devez tout étudier en amont, ça va forcément ralentir un peu les choses. Mais puisque vous le voulez, c'est comme ça que nous procéderons. Enfin, en tout cas, je vous proposerai un rendez-vous avec la directrice générale des services pour que vous puissiez établir les modalités de travail. Oui, merci.
Ok, donc je mets la délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Adopté, je vous en remercie. Je vais donc laisser la parole à Sylvain Prat pour évoquer le règlement budgétaire et financier de la commune. Merci, monsieur le maire. En effet, le règlement budgétaire et financier, c'est un document qui est adopté une fois par mandat. Il est valable sur l'ensemble du mandat. Il formalise les règles de gestion budgétaire et financière applicables à la commune et au CCAS. Chaque instance doit le voter, donc ici en conseil municipal, et il sera également voté au conseil d'administration du CCAS. Et il n'y a que ces deux instances qui peuvent le modifier. C'est un règlement qui ne se substitue pas aux réglementations générales, mais qui les précise et qui les adapte. Les services nous ont fait une petite présentation, parce que c'est un document assez complet, sur l'ensemble des principes et des points les plus importants à retenir. Donc, les principes budgétaires, donc c'est un document unique qui doit représenter une sincérité par rapport à ce qui est présenté. Il concerne toute la collectivité et chaque section, que ce soit l'investissement ou le fonctionnement, doit être équilibré. Les dépenses et les recettes ne peuvent être autorisées que quand elles apparaissent dans ce document et il est annualisé, donc c'est-à-dire qu'il commence au 1er janvier et il termine au 31 décembre. Sur le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, du payeur. Donc l'ordonnateur, c'est le maire qui est chargé d'engager et de liquider les dépenses et les recettes, et l'agent, donc le comptable public, qui est un agent de l'État, qui est là pour recouvrir les recettes et qui se charge de créditer les dépenses auprès des tiers qu'on doit facturer. Le cycle budgétaire, donc il commence, alors suivant le calendrier, soit il commence à la fin de l'année N-1, soit il commence au début de l'année. Il commence par un rapport d'orientation budgétaire, qui est un débat qui a lieu 10 semaines avant, dans les 10 semaines avant le vote du budget primitif. C'est un document qui va regrouper un certain nombre de données obligatoires, notamment les conjonctures économiques, le projet de loi de finances de l'État, les orientations budgétaires de l'exercice qui va avoir lieu, donc les évolutions des dépenses, une perspective sur les recettes et sur le fonctionnement comme sur l'investissement. Il y a une possibilité d'une présentation également des engagements pluriannuels sur les dépenses, sur les investissements et sur le fonctionnement également. Et puis sur la gestion de la dette. Donc ça, c'est le rapport d'orientation budgétaire. S'ensuit le vote du budget primitif qui peut lui aller jusqu'au 15 avril. Ensuite vient, alors à partir de l'année prochaine, cette année on votera encore sur un compte administratif et un compte de gestion, mais à partir de 2027 pour l'année 2026, on votera plus qu'un compte financier unique qui, je vous le présenterai dans une diapo un peu plus loin. S'ensuit après dans l'année un budget supplémentaire dans les conditions où on a adopté le compte financier unique. Il est nécessaire d'intégrer le compte de résultat de l'année précédente dans le budget de l'année en cours. Donc on adopte un budget supplémentaire et puis il est possible également au cours de l'année pour adapter le budget puisqu'il y a des évolutions et que souvent, en tout cas à Cessiné-Parisé, le choix qui est fait c'est d'arrêter le budget en décembre. Donc il y a un certain nombre d'incertitudes, notamment sur les lois de finances nationales. Il peut y avoir une décision modificative qui vient corriger le budget primitif au cours de l'année. Le budget primitif, il se sépare donc en section de fonctionnement, en section d'investissement, avec d'un côté les dépenses et les recettes. Ce que je vous disais tout à l'heure, ces deux sections doivent s'équilibrer.
Le budget de fonctionnement sert de l'année N-1 va servir à abonder l'investissement de l'année N et du coup créer ce qu'on appelle l'autofinancement. Voilà pour la présentation du budget primitif. Le budget est présenté par nature, excusez-moi. Donc vous allez avoir les frais de personnel, les charges à caractère général, les frais financiers, les charges exceptionnelles. Enfin, vous avez toute la liste des fonctions par nature. Et il est possible, dans la note de synthèse que vous recevez, vous avez aussi une présentation fonctionnelle. C'est-à-dire que dans le budget primitif qu'on vous présente, il n'est pas possible d'identifier ce que coûte par exemple le service jeunesse ou ce que coûte l'entretien des espaces verts. Par contre, dans la note de synthèse qui vous est présentée, on a une présentation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va regrouper, on va éclater les sections par nature dans des chapitres où vous allez avoir un détail de ce que coûte chaque service en fonction des charges, du personnel et du fonctionnement. C'est la même chose pour la section d'investissement. On va être par une présentation par nature, mais également dans la note de synthèse, vous allez avoir une présentation par opération. Et sur le budget prévisionnel 2026, il y avait 3 grandes opérations. Donc opération de maintenance et amélioration du patrimoine communal, l'opération sur l'économie d'énergie et enfin l'amélioration du cadre de vie. L'illustration avec le budget voté en 2026 sur la répartition par fonction, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Chaque fonction avec la partie fonctionnement et la partie investissement qui permet de détailler sur chaque service le coût que cela représente. Vous avez aussi la possibilité, la collectivité a la possibilité de présenter une gestion pluriannuelle de ces projets avec une autorisation de programme, notamment sur la section investissement. Cette autorisation de programme, elle va avoir un montant global et elle va s'étaler sur un certain nombre d'années qui sont définies. Et ça permet de ne pas faire supporter au budget communal sur une seule année une charge assez importante qui devrait s'étaler sur plusieurs années. Vous avez un montant autorisé initial et puis vous avez des crédits par année qui ouvrent et qui imputent chaque crédit ouvert sur l'année dans laquelle on a décidé de l'imputer. Cette autorisation de programme, elle est révisable, bien sûr, en fonction des évolutions et elle ne se clôture que sur décision du conseil municipal. Vous avez un exemple du coup sur l'opération Cœur de Ville qui vous est présenté, donc un montant total de 651 000 euros et puis par année, donc 257 000 sur 2024, 82 000 sur 2025 et une proposition de 311 000 sur 2026. S'il s'avérait qu'on a une nécessité d'aller au-delà de 2026, on aura une délibération qui sera adoptée au moment du budget supplémentaire et qui permettra d'adapter les crédits en fonction des besoins. Le budget primitif, donc, qui vous est présenté sur une maquette, ça c'est le document légal, c'est ce qui regroupe ce que je vous disais tout à l'heure par nature, et puis une délibération qui vient fixer les 2 sections, investissement et fonctionnement, et puis qui autorise alors la fongibilité des crédits. C'est un terme un peu barbare pour expliquer que quand vous avez sur plusieurs chapitres la nomenclature M57, qui est la nomenclature qui permet de faire fonctionner le budget d'une collectivité, autorise la collectivité, quand elle a pris cette délibération, de faire migrer des sommes jusqu'à 7,5% du total des crédits d'une section à une autre,
d'un chapitre à un autre, pour venir équilibrer aux besoins. Sur les anciens modèles, en fait, on avait une enveloppe pour budget imprévu qui était présentée. Ça n'existe plus dans la M57 et il y a cette fongibilité des crédits qui est possible. Tout ça, c'est accompagné donc d'une note de synthèse qui est un document interne, qui n'est pas un document légal, qui permet d'avoir une lecture plus simple de cette maquette qui est très technique. Et qui permet d'avoir un éclairage, ce que je vous disais tout à l'heure, plus politique, puisqu'on a une séparation un peu plus lisible des dépenses. Et puis, si nécessaire, une délibération spécifique relative aux autorisations de programme et aux autorisations d'engagement. L'autorisation d'engagement, c'est la même chose que l'autorisation de programme, mais sur la section de fonctionnement. Pour préparer ce budget, ça prend un certain temps et il y a tout un processus qui est mis en place. Donc, des lettres de cadrage qui sont envoyées généralement pour une adoption d'un budget en décembre. La lettre de cadrage est envoyée au mois de juin. Puis s'ensuit des discussions et un arbitrage au cours du mois de septembre-octobre. Et puis un débat d'orientation budgétaire et un rapport d'orientation budgétaire dans les 10 semaines qui précèdent le vote du budget primitif, donc souvent qui a lieu au cours du Conseil du mois de novembre. Et enfin, un vote du budget primitif au mois de décembre, et avec une possibilité dans les textes qui autorise un vote jusqu'au 15 avril de l'année qui démarre. Le règlement budgétaire et financier, il prévoit également aussi le principe sur l'adoption des subventions aux associations. Donc une définition de l'enveloppe qui va permettre de verser ces subventions, une définition aussi de ce qui est attendu comme une subvention, donc avec un objectif d'intérêt général et local. Ça ne peut pas se substituer à une rémunération de prestation, avec un vote de ces subventions dans une délibération qui est à côté du budget, avec un octroi discrétionnaire, c'est-à-dire que seul est habilité le conseil municipal à voter. Il n'y a pas de droit à la subvention, il n'y a pas de droit à la reconduction d'une subvention. Au-delà de 23 000 € versés annuellement, on doit avoir une convention d'objectifs et de moyens qui encadre ces subventions, même si si on verse une subvention, je ne sais pas, de 20 000 € et qu'au cours de l'année, on vient abonder sur cette association pour 3 ou 4 000 €, on sera obligé d'adopter une convention d'objectifs et de moyens pour la subvention de 3 000 €, même si, parce que l'ensemble dépasse les 23 000 €. Et puis la collectivité se réserve le droit des contrôles et d'exiger le remboursement en cas d'utilisation non conforme de cette subvention qui a été versée. Le compte financier unique, je vous en dis un mot à partir, donc ce que je vous disais, à partir du budget 2026, donc au cours du printemps 2026, on adoptera le compte administratif et le compte de gestion 2025, donc ça sera bien encore 2 documents distincts, un tenu par la collectivité, un tenu par le comptable public. Ils doivent être identiques, le conseil municipal le constate. À partir de 2026, on n'adoptera plus qu'un seul document unique qui simplifie les choses, qui rend les choses plus transparentes et qui concrétise la fin de la dématérialisation des transmissions des documents.
Et enfin, un petit mot sur la décision modificative. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, elle est là pour encadrer et venir corriger le budget si nécessaire au cours de l'année. La fongibilité, je vous en ai dit un mot, et le budget supplémentaire qui aussi était présenté tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation à la fois très complète et très claire. Je me permets d'associer nos services aux remerciements parce que c'est un travail important qui a été construit en lien avec les services de l'État. Et c'est vrai que ce document-là, il a à la fois l'intérêt ou l'avantage d'être un document que nous devons adopter dans un cadre obligatoire, mais qui nous permet également de réviser le cadre de travail de notre collectivité en lien avec les finances publiques. Et je voudrais simplement peut-être vous dire qu'il nous faudra nous former, parce qu'un budget communal, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très intuitif. Il y a des règles, il y a des fonctionnements, et nous proposerons à l'ensemble du conseil municipal une formation sur ces sujets-là. Ça a été évoqué cet après-midi en comité de direction, et on fera des propositions pour que chacun puisse être à l'aise avec ce qu'est un budget. Est-ce que sur ce règlement budgétaire et financier, il y a des remarques? Oui, Fabien Durand-Poudré. Merci, monsieur le maire. Donc d'abord, merci pour cette présentation qui nous permet de souligner que effectivement, la gestion budgétaire d'une commune, ce n'est pas tout à fait la même chose que la gestion budgétaire, on va dire, d'une famille ou d'une entreprise extérieure, privée. Donc ça permet effectivement de clarifier les règles, de structurer les procédures et d'avoir une culture commune. Donc c'est important. Nous partageons pleinement l'objectif de lisibilité qui est donné grâce à ce document. Et puis avec la nomenclature M57, on a un certain nombre d'exigences en matière de pilotage budgétaire qui ont changé. Donc c'est bien aussi que même les élus qui avaient un peu l'habitude de ce fonctionnement puissent aussi s'approprier ces démarches. Dans cet esprit, simplement attirer l'attention sur l'importance de la cohérence entre les principes et la mise en œuvre concrète, notamment au regard des documents budgétaires récents. Moi, j'ai noté quelques points d'attention que je souhaite vous soumettre aujourd'hui. Tout d'abord, la question de l'équilibre budgétaire et de l'autofinancement avec un niveau très contraint, on l'a vu sur le budget 2026. Mais également certaines hypothèses ou inscriptions qui mériteront d'être consolidées. On aura l'occasion peut-être d'y retravailler. Et enfin, la nécessité d'assurer une parfaite lisibilité sur les équilibres budgétaires dès le budget primitif. C'est vrai que parfois, on n'a pas toujours une cohérence entre un exercice et le suivant en termes de comparaison. Donc je trouve que ce serait intéressant d'avoir des éléments fixes d'une année sur l'autre pour pouvoir comparer les budgets. Voilà, dans cet état d'esprit et par rapport à cette présentation, évidemment, nous voterons favorablement cette délibération. Ok, merci. Juste un élément de remarque pour dire que de budget primitif à budget primitif, les éléments sont les mêmes et ils sont tout à fait comparables. Et de compte administratif à compte administratif, ils le sont également. Ça fait partie des règles et c'est ce que le cadre de la M57 nous demande de faire. Donc c'est une demande sur laquelle je peux d'ores et déjà vous répondre favorablement parce que c'est la loi et que c'est déjà le cas depuis toujours. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur cette délibération ? Non, je peux donc la mettre aux voix. Y a-t-il sur ce règlement budgétaire et financier des avis contraires, des abstentions? Adopté, je vous en remercie. Nous allons passer aux opérations de vote pour les différentes commissions et représentations de la collectivité. Et nous allons commencer par la commission d'appel d'offres. Alors, on va présenter les choses selon la loi et le Code général des collectivités, selon deux délibérations et en deux temps, parce qu'il nous appartient dans un premier temps de vous expliquer les modalités de dépôt de la liste de la commission d'appel d'offres et ensuite on vous en présentera la composition et nous vous proposerons de la voter selon des modalités particulières. Alors peut-être commencer par vous dire ce que vous connaissez, c'est-à-dire que la commission d'appel d'offres est une commission qui est une commission obligatoire. C'est la seule commission qui est rendue obligatoire pour les collectivités. Toutes les commissions thématiques que l'on évoquera, l'urbanisme, le personnel, le budget, ne sont pas obligatoires de par la loi. Par contre, celle-ci, elle l'est.
pour la simple et bonne raison que c'est une commission qui attribue les marchés publics. Elle ne fait pas des propositions au conseil municipal, c'est elle qui les attribue et le conseil municipal, lui, est chargé de valider les crédits de cette commission. Donc c'est une commission qui a une composition fixée par la loi et elle s'occupe des marchés publics selon des seuils qui vous sont présentés. Les marchés de fourniture 216 000 euros, les marchés de travaux 5 404 000 euros. Et puis je vous rappelle pour information, mais cela pourra également faire l'objet d'une formation et d'un temps de travail pour que l'ensemble des élus nouveaux et anciens soient à l'aise avec ces éléments, qu'il y a 3 types de procédures. Pour les marchés inférieurs à 40 000 euros, c'est sans publicité avec mise en concurrence préalable. On peut faire évidemment plusieurs demandes de devis. Et puis il y a les MAPA qui sont les marchés adaptés, les marchés à procédure adaptée, pardon, inférieur à, entre 40 000 euros et les seuils européens. Et donc, dans ce cadre-là, la commission d'appel d'offres peut être saisie pour avis, mais elle n'a pas un pouvoir d'attribution. Ça se passe à la fois par arrêté et par délibération du conseil municipal. Et puis, il y a les seuils formalisés, qui, eux, sont des appels d'offres avec des procédures, avec négociations, un dialogue compétitif, différentes modalités qui sont mises en œuvre, à la fois dans le cadre de la pluralité de la commission, de la composition de la commission d'appel d'offres. Le fait qu'il y ait plusieurs sensibilités qui la composent est une garantie de sa transparence et de son indépendance, mais également sous l'œil de nos services qui en assurent l'animation technique et budgétaire. Donc la commission d'appel d'offres, elle est composée du président. Donc je suis, en tant que maire, président de droit de la commission d'appel d'offres. Je peux être également remplacé par quelqu'un qui est désigné à cet office-là. Il y a des membres élus, donc 5 titulaires et 5 suppléants. Selon une règle de proportionnel du conseil municipal que nous verrons tout à l'heure. Et puis, il peut y avoir avec voix consultative, à la fois évidemment les services de la commune, mais également ceux de l'État, de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, et puis les personnalités compétentes, notamment quand on étudie, par exemple, un appel d'offres sur les piscines. Bien évidemment, quand on étudie les questions techniques, on peut avoir quelqu'un qui vient, ou une structure qui vient nous donner son regard des choses pour éclairer notre demande. Donc, je vais vous proposer que nous puissions faire une petite suspension de séance pour travailler ensemble sur la liste qui va être déposée. Nous proposons à l'opposition que nous puissions déposer une liste commune parce que nous pouvons, selon la loi, déposer les 2 listes et puis ensuite faire une proportionnelle qui donne un résultat finalement connu d'avance. Et donc dans ce cadre-là, on propose de déposer par écrit sous format papier les listes avec les noms et prénoms des candidats et que la liste soit commune à la majorité et à l'opposition. Si vous en êtes d'accord, je suspends la séance. Alors il faut la voter d'abord. Alors attendez, il y a une prise de parole. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, donc les textes sont clairs. La désignation se fait à la proportionnelle au plus fort reste. Donc, si on regarde le nombre d'élus de l'opposition, c'est-à-dire 6, au regard de 27 pour la majorité, il serait logique que l'opposition puisse compter sur un siège de titulaire et un siège de suppléant. Voilà, ça c'est la règle classique. Et pour faire évoluer ces choses, nous vous proposons de rester sur un siège de titulaire pour l'opposition et de bénéficier de 2 sièges de suppléants en fonction des désistements qui peuvent avoir lieu dans la majorité. Voilà, c'est une proposition. C'est à vous de juger en fonction de votre choix politique. Je vous remercie. Ouais, enfin en fonction de la loi surtout. Et ça me paraîtrait étonnant que vous soyez surreprésenté dans cela. Encore une fois, on est sur un cadre légal avec des enjeux qui sont souvent très complexes et avec des recours qui sont souvent possibles. Vous savez que l'attribution de marché public, c'est quelque chose qui relève d'un cadre très particulier. Et dès lors qu'une entreprise n'a pas son marché, elle est fondée à attaquer les collectivités ou en tout cas à avoir connaissance des procès-verbaux. Et il me semble que cette proposition-là, elle fragiliserait la délibération de notre commission d'appel d'offres. Donc moi, je souhaite que l'on puisse s'en tenir à la règle qui est celle du Code général des collectivités et du Code de la commande publique. Et ça sera la même chose pour tout à l'heure le conseil d'administration du CCAS. Tu veux dire un mot là-dessus ? Est-ce que quelqu'un veut dire un mot là-dessus ? Je peux mettre aux voix la délibération pour dire que nous approuvons les conditions de dépôt de la liste. Ça vous convient ? Je mets donc aux voix. Est-il des avis contraires, des abstentions ?
Adopté. Nous allons donc maintenant, et je vais laisser la parole à Sylvain Prat, désigner les membres de la commission d'appel d'offres. Merci, monsieur le maire. Et du coup, il convient d'arrêter, suite à la délibération qui vient d'être prise, le principe d'une seule ou de deux listes pour pouvoir après désigner soit à bulletin secret, soit en décision d'avoir une présentation d'une seule liste et une décision du conseil municipal d'élire directement les représentants à la commission d'appel d'offres. Ok, donc sur la liste, donc la proposition qui est faite par la majorité, donc ce sont 5 titulaires. Sylvain Prat, Éric Monte, Gilles Coudoulet, Alice Molon et un membre de l'opposition titulaire qui serait donc Fabien Durand-Poudré, selon les noms que vous avez donnés. Et puis pour les suppléants, Yamina Archi, Lucas Cotas, Jean-Yves Gobren, Michel Langlais et Blanche Molin. C'est ça? Est-ce que sur cette proposition, vous acceptez que nous délibérions à main levée? Et cette composition de liste vous convient, malgré le fait qu'on n'ait pas accepté le deuxième suppléant? Ok, alors premier vote sur le fait que nous puissions voter à main levée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'y opposent, qui s'abstiennent à cela? Donc je vous propose maintenant de délibérer sur la composition de la commission d'appel d'offres telle qu'elle vous a été présentée. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci, elle est adoptée en l'état à l'unanimité. Je vais cette fois laisser la parole à Clémence Aubert, adjointe en charge des solidarités et de la participation citoyenne, pour évoquer la fixation du nombre d'administrateurs du CCAS. Merci, monsieur le maire. Même principe que la délibération précédente. On a donc une première délibération pour fixer le nombre d'administrateurs au Centre communal d'action sociale, CCAS. Donc, considérant que lors de l'installation du conseil municipal du 20 mars dernier, il convient de renouveler le conseil d'administration qui est fixé à 15 membres. Le maire, président de droit du conseil d'administration du CCAS, 7 membres élus au sein du conseil municipal, 7 membres nommés par le maire dans les conditions de l'article du Code de l'action sociale et des familles. Donc, pour cette première délibération. Donc, première délibération qui fixe le nombre d'administrateurs. Donc, il est proposé de fixer à 15 le nombre d'administrateurs. Est-ce que cela appelle des remarques ou des interrogations? Non, je peux mettre aux voix? Ouais. Alors, y a-t-il sur ce nombre d'administrateurs du CCAS des avis contraires, des oppositions? Adoptées, je vous en remercie. Clémence Aubert, toujours pour évoquer cette fois la désignation des représentants. Alors, pour la désignation des représentants, donc, on va faire à bulletin secret donc, un vote à bulletin secret des 7 élus, donc, membres du conseil municipal. Donc, j'ai 2 listes. La liste Cécine et Parisé naturellement avec 9 élus. Je ne sais pas si on les liste pas. Et une autre liste, donc la liste Agir maintenant et ensemble pour Cécine Parisé avec 6 membres. Voilà, donc c'est 2. Peut-être les plus jeunes représentants du conseil municipal peuvent aller faire le tour avec les urnes pour pouvoir voter. Alors, faire voter. Il faut lire. Eh bien, merci. OK. Donc, la liste Cécine Parisé naturellement. Madame Aubert Clémence, Madame Roselyne Blin, Madame Déborah Mécréant, Monsieur James Capoccioni, Madame Libersac Michel, Madame Huyghe Véronique, Madame Bédiez Denise, Monsieur Gagliardini Olivier, Monsieur Coudoulet Gilles. Deuxième liste, donc liste Agir maintenant et ensemble pour Cécine Parisé, avec Monsieur Dardet-Laurent, Monsieur Durand-Poudré Fabien, Monsieur Emadi Cassim, Madame Molin-Blanche, Monsieur Rivière Maxime et Madame Riffel Élodie. merci beaucoup. Peut-être un élément pour vous préciser pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette fois de liste commune. C'est simplement pour des questions légales de réserve dans les suppléants. Parce que quand la liste est complète et qu'il y a une démission,
eh bien, ça appelle une nouvelle délibération. Et donc, en ayant deux listes et en ayant des réservistes ou des suppléants, ça permet, en cas de démission ou de départ d'un administrateur, d'avoir quelqu'un qui est nommé immédiatement. Et ça nous évite de redélibérer et d'avoir à affecter toutes les délibérations, ce qui est administrativement extrêmement complexe. Donc, il est proposé ces deux listes-là. Je vais vous proposer dans un premier temps de désigner deux assesseurs et vous proposer que l'expérience de la jeunesse soit valorisée, puisque c'était Maxime Rivière et Lucas Cottaz qui avaient officié la semaine dernière. Donc je vous propose, si vous êtes d'accord, messieurs, de tenir le même rôle. Est-ce que pour les assesseurs, il y a d'autres candidatures ? Non. Alors je vais mettre aux voix vos candidatures. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Non. Donc vous voilà assesseurs. Oui. C'est qui ? C'est Cassim le plus jeune ? Ah ben la dernière fois il était secrétaire. Bon alors bon de toute façon on peut désigner 3 assesseurs. Allez, 3 assesseurs, soyons fous. Hein ? Oui. Je vous rappelle, donc 3 assesseurs. Donc je rajoute la candidature de Cassim et Madi. Ça pose de problème à personne. Pas d'abstention. Très bien, merci. Je vous rappelle qu'il ne faut choisir qu'un seul bulletin, évidemment, sinon le vote sera nul. Et je vais demander à nos assesseurs de venir chercher l'urne et de faire le tour de chacun. Donc vous êtes 3 pour la porter, donc ne vous faites pas mal. Ah, ben moi j'avais ça, mais j'ai écrit dessus. Alors, comme nous ne sommes pas par ordre alphabétique, je vous propose de faire le tour et puis on vérifiera à chaque fois si la personne est bien inscrite. Alors, je vous rappelle, pour information, que nous avons 3 pouvoirs et que Clémence Aubert doit également voter pour Laura Siffer, donc elle a 2 bulletins. Véronique Blanc doit également voter pour Alice Molon, donc elle a 2 bulletins. Et Olivier Gagliardini doit voter pour Éric Monde, donc il a 2 bulletins. Voilà. Et quant à nous, nous n'avons pas de bulletins. Voilà, merci. Donc le scrutin est ouvert. À voter. 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 Alors, ok. Gagliardini, ok. Et Monte, ok. Ok, à voter. Qui ça ? Kamel Barka. Oui, à voter. À voter. Denise Bédiez. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Non. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter.
Oui. Ok, à voter, à voter. Clémence Aubert. À voter. À voter. Thomas Grélou. À voter. Édouard Monet. À voter. Véronique Hugues. À voter. Hugues. Et Coudoulet. À voter. Il faut que tu mettes là. J'ai pas le bras assez long, moi. Voilà. Merci beaucoup. Le scrutin est clos et je vous propose que nous puissions prendre un moment pour assurer le dépouillement. Je l'ai dit. On verra bien. On recalculera. Est-ce que vous voulez un micro? Non, c'est bon. C'est ciné-parisé naturellement. 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 Agir pour c'est ciné-parisé. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement. Agir pour c'est ciné-parisé. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement. Agir maintenant et ensemble pour ces ciné-parisés. Agir maintenant et ensemble pour c'est ciné. Agir maintenant et ensemble pour ces ciné-parisés. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement. Agir pour c'est ciné-parisé. C'est ciné-parisé naturellement. C'est ciné-parisé naturellement.
Donc, si nos calculs ici sont exacts, mais vous allez me dire si c'est la même chose de l'autre côté. J'ai donc, pour la liste Cessiné-Parisé, naturellement, 27 voix. Et pour la liste, je ne me rappelle plus du nom du groupe. 6 voix. 6 voix. Voilà, liste Agir maintenant et ensemble pour Cessiné-Parisé, 6 voix. Et donc, je proclame élue la liste Cessiné-Parisé naturellement. Donc, comme le Code de l'action sociale et des familles nous le demande, c'est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage. Et donc, dans ce cadre-là, on a donc 6 représentants et 1. 6 représentants pour la liste Cessiné-Parisé naturellement et 1. Et donc, je proclame élus Clémence Aubert, Roselyne Blin, Déborah Mécréant, James Capoccioni, Michel Libersac, Véronique Hugues et, il faut que tu me redonnes le... et Monsieur Dardet, et Laurent Dardet. Très bien. Merci beaucoup. On continue le conseil et je vous propose de délibérer sur le rapport numéro 35 qui concerne la désignation du représentant de la commune de Cessiné-Parisé auprès de la société publique locale, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la grande région grenobloise, dite l'ALEC. Donc cette agence locale, elle travaille avec les collectivités dont nous sommes membres et nous sommes l'un des actionnaires pour mettre en œuvre des politiques climatiques et de transition énergétique. Et elle a notamment un rôle de conseil auprès des différents usagers. Et donc la commune de Cessiné-Parisé est traditionnellement représentée par un élu. Et nous vous proposons que ce soit Olivier Gagliardini qui soit titulaire et que Éric Monte soit son suppléant. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Oui. Fabien Durand-Poudré. Oui, alors très rapidement, hein, je vais pas monopoliser la parole, mais juste vous dire que l'ALEC a un rôle important pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités, qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées à Cessiné-Parisé juste pour reprendre en 2025, donc il y a une opération de porte-à-porte qui a été menée, il y a eu une journée dédiée à l'efficacité énergétique et aussi plusieurs participations à divers événements en accord avec la métropole et d'autres parties. Évidemment, au vu des éléments qui sont présentés, notre groupe propose de voter pour les personnes que vous avez proposées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Des avis contraires? Des abstentions? Adoptées? Je vous en remercie. Cette fois, je laisse la parole de nouveau à Sylvain Prat pour évoquer la désignation des représentants de la commune de Cessiné-Parisé au CITPI, qui est le syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques. Merci. Donc du coup, par délibération du 3 juillet 2023, la commune de Cessiné-Parisé a adhéré au CITPI. C'est un opérateur public du service numérique. Il regroupe 10 communes: Clé, Échirolles, Fontaine, Pont-de-Clé, Cessin, Cessiné-Parisé, Saint-Égrève, Saint-Martin-du-Riage, Vars, Allières et Rissé, et enfin Vif. Il a pour compétence des applications métiers, assistance et formation, tout ce qui est environnement technique et surtout conseil aux collectivités et sur la dématérialisation. Et nous devons désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants. Et donc, nous proposons... Ils sont là. Michel Langlais et Nicolas Janin en tant que titulaires, Sylvain Prat et Clémence Aubert en tant que suppléants. S'il y a des prises de parole, je peux mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Adopté, je vous en remercie. Sylvain Prat toujours pour évoquer la désignation des représentants de la commune au syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac, le CIRD. Du coup, établissement public créé en 1996, la fusion de 2 syndicats préexistants qui regroupent la commune de Veurey-Voroise, Neuillaré, Sassenage, Fontaine, Cessiné-Parisé et Cessin, et qui a la compétence notamment sur la construction, la maintenance et le fonctionnement des gymnases et des équipements sportifs liés au lycée, et notamment le gymnase Aristide Bergès. Et les opérations optionnelles sur les collèges, notamment gymnase Nominé à Cessiné, Brouzé à Cessin, Gérard Philippe à Fontaine, le nouveau et
et l'ancien, et puis le gymnase Jules Vallès à Fontaine également, et Fleming à Sassenage. Nous désignons 3 représentants titulaires et 1 représentant suppléant. Et en titulaire, nous avons la candidature de Guillaume Lissy, Jean-Yves Gobren et Édouard Monet, et en représentant suppléant, Éric Mont. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Oui. Attends, prends un micro, Jean-Yves, pour... Alors, Jean-Yves Gobren, qui est représentant de la commune et qui est le président sortant. Oui, président sortant du CIRD. Donc, simplement pour dire que l'ancien collège, là, Jarvif, ne fait pas partie des propriétés du CIRD. Bon, simplement pour que ça soit plus correct. Tous les autres lycées font partie. Alors, quand même, une petite information, il faut savoir que le CIRD, c'est quand même actuellement important, parce qu'il y a quand même une action en justice qui est faite sur le collège, donc plutôt le gymnase Fleming. Donc il faut vraiment, c'est important, ça prend beaucoup de temps et on espère que ça va se dépatouiller assez rapidement, mais c'est très très long. Voilà, et j'ajoute que donc Jean-Yves était président du CIRD au titre de la commune de Cessiné-Parisé et que la présidence du CIRD est une présidence tournante qui tous les 3 ans change. Et c'est la commune de Cessin qui va assurer la présidence en ce début de mandat. Bien, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, Fabien Durand-Poudré. Un, deux, ça marche, oui, merci. Oui, vous l'avez souligné, le rôle très important du CIRD dans la gestion, la construction des équipements publics et des infrastructures. C'est une représentation locale et du coup, à ce titre, nous vous demandons, monsieur le maire, afin d'équilibrer la représentation de la commune au vu des résultats des élections, de donner un poste de suppléant, de donner le poste de suppléant à l'opposition de notre groupe. Alors, je suis désolé, mais au vu du résultat des élections municipales, en fait, quand on fait des proportionnels comme celle-là, on s'appuie sur le résultat des élections. La composition de notre assemblée, elle est faite sur la base des résultats des élections. Donc nous, on s'appuie sur cela. Et encore une fois, la représentation extérieure de la commune, on y va pour porter la parole de la commune. Donc moi, je veux bien donner une suppléance à l'opposition, mais il faut que l'opposition s'engage à rejoindre la majorité. Parce que quand on représente une commune dans une instance extérieure, on est là juridiquement pour représenter la collectivité dans son engagement. Donc quand on vote pas à titre personnel, on vote au nom de la commune. Donc si vous me donnez le nom d'un agent, d'une personne de l'opposition qui s'engage à voter comme la municipalité, la majorité lui demande, on pourrait réfléchir à accéder à la demande. Mais est-ce que c'est votre demande? Alors, on peut aussi travailler ensemble. C'est un mot que vous avez souvent prononcé, travailler avec l'opposition. Donc, moi, je vous propose le pari de travailler avec l'opposition, d'avoir des positions arrêtées ensemble et de les défendre ensemble, si c'est le cas. Sinon, effectivement, ce n'est pas la peine, évidemment. Nous vous laissons le poste de suppléant. Bah écoutez, je vous dis, chiche pas sur le suppléant, mais sur le fait de travailler ensemble. Et du coup, il va falloir faire ses preuves, ce qui jusqu'à présent, et vous étiez au précédent mandat, n'a jamais été le cas. Notamment, vous aviez la présidence de la commission des finances, qui n'a jamais été assurée. Donc moi, à la rigueur, travailler ensemble, ce n'est pas une difficulté. Mais voilà, les mots, c'est une chose, les faits, c'en est une autre. On vous laisse travailler ensemble, on va travailler ensemble, et puis on verra dans quelques semaines ou dans quelques mois si les choses sont faites. En tout cas, pour l'instant, puisqu'il s'agit de porter la parole de la commune et de l'engager juridiquement à travers des votes, il me semble qu'il faut que nous restions sur les élus de la majorité. Et ça n'empêche pas que nous puissions être transparents sur ces éléments. Et j'ajoute en tout cas que vos amis politiques dans les communes voisines procèdent exactement de la même manière. Bien. Donc sur les 3 représentants titulaires et le suppléant qui ont été cités par Sylvain Prat, donc à savoir Jean-Yves Gobren, Édouard Monet, Guillaume Lissy et Éric Monte, est-ce qu'il y a des avis contraires? Donc 6. Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté à la majorité, moins 6 voix. Je vais laisser la parole encore une fois à Sylvain Prat pour évoquer la nomination des représentants de la collectivité au comité social territorial ainsi qu'à la formation spécialisée. Suite à une délibération de juillet 2022 qui voit la création d'un comité social territorial commun entre le CCS et la ville avec formation spécialisée conformément à la réglementation en vigueur et qui prévoit de fixer le nombre de représentants de la
collectivités titulaires à 4 et le nombre de représentants suppléants à 4 également. Et je vous rappelle la composition du CST qui est et de ses formations spécialisées. Donc une présidence assistée d'un collège de représentants de la direction, des membres titulaires représentant la collectivité dont le nombre est fixé sans pouvoir être supérieur aux représentants du personnel. Et puis des représentants du personnel, ils sont désignés par les organisations syndicales parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants. Et donc il vous est proposé de nommer, tu as les noms. Ah oui. Hop, du coup, en titulaire, donc Sylvain Prat, Gilles Coudoulet, Laura Siffer et Alice Molon. Et en suppléant, Yamina Archi, Michel Libersac, Éric Monte et Jean-Yves Gobren. Et ça, c'est pour le CST et la formation et spécialisée. la formation spécialisée, pardon, excusez-moi, en effet. Ce sont les mêmes, Sylvain Prat, Gilles Coudoulet, Laura Siffer, Alice Molon, et Yamina Archi, Michel Libersac, Éric Monte et Jean-Yves Gobren. Alors, avant de vous laisser la parole et d'entendre la demande, je rappelle que ces deux organismes sont les lieux du dialogue social entre ce qu'on appelle l'autorité territoriale et les représentants du personnel. Donc l'autorité territoriale, c'est la collectivité employeur, et qu'à ce titre-là, ceux qui sont les employeurs, ce sont les élus de la majorité autour du maire qui est le responsable de l'administration. Et donc sur ce mandat, comme sur le mandat précédent, comme sur le mandat de Marcel Replin, comme dans l'ensemble des collectivités territoriales de France, l'opposition ne siège pas dans les instances représentatives du personnel. C'est une règle qui est une règle partagée. Donc, je vous laisse faire la demande si vous le souhaitez, mais vous avez au moins la réponse avant. Vous allez être surpris, peut-être, du coup. Donc, juste vous dire qu'effectivement, le dialogue social, c'est quelque chose de particulièrement important au sein d'une collectivité. Nous sommes au courant qu'effectivement, c'est bien sûr les élus de la majorité qui représentent la collectivité, et du coup, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Très bien. Donc, vous abstiendrez parce que vous êtes d'accord ou pas? Parce que vous venez de dire que c'est normal. On comprend que c'est la règle, mais du coup, nous nous abstiendrons. Nous ne voterons pas pour cette liste. OK. Pour information, donc, nous aurons un conseil municipal au mois de mai, au cours duquel il y aura de nombreuses représentations qui seront encore désignées. Et dans ce cadre-là, on aura un travail à faire pour savoir évidemment quelle est la juste représentation de chacun. Mais puisqu'on est sur les modes de fonctionnement interne à la collectivité, en ce qui concerne ce conseil, c'est cette ligne-là qui vous est proposée. Donc merci pour la proposition. Donc je mets donc aux voix. Donc y a-t-il des avis contraires? Je n'en vois pas. Par contre, 6 abstentions. 6 abstentions. Et le reste, donc adopté à l'unanimité, moins 6 abstentions. Alors, on va faire une petite pause dans les délibérations avant d'étudier la question des indemnités, puis les remises gracieuses pour le conservatoire à rayonnement communal, simplement pour présenter l'organisation des délégations des conseillers municipaux. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent pour une simple et bonne raison, c'est que le conseil municipal, lui, désigne les adjoints et leur ordre, et ensuite il appartient au maire par délégation de donner à chacun son domaine de compétence et son pouvoir d'action par arrêté. Donc il faut, une fois que le conseil est passé, c'était la semaine dernière, prendre ces arrêtés, et il était évidemment normal que la première instance qui soit informée de ces délégations, ça soit le conseil municipal. Donc on vous propose ce soir d'avoir connaissance des délégations, des adjoints et des conseillers municipaux. Alors je ne sais pas, oui voilà. Donc les adjoints travailleront dans les domaines suivants. Donc Sylvain Prat sera adjoint en charge des ressources et des moyens généraux. Clémence Aubert en charge de la santé, de la solidarité et de la citoyenneté. Véronique Blanc travaillera sur l'urbanisme, le cadre de vie et le projet cœur de ville. Éric Monte sur la sobriété énergétique et le patrimoine municipal. Alice Molon sur la ville durable, l'alimentation, la végétalisation et l'espace public. Thomas Gréloux sera adjoint en charge du projet éducatif et de l'émancipation. Delphine Laurent sera adjointe en charge de la culture et de la mémoire. Quant à Édouard Monet, il sera adjoint en charge de la politique sportive. Je vous informe également que nous avons mis en place une organisation un peu particulière pour que chaque adjoint puisse avoir à ses côtés des conseillers délégués
qui travailleront à leur côté, à la fois sur délégation du maire, mais par cascade de délégation auprès des adjoints, pour à la fois les étayer leur travail, mais également avoir une organisation qui soit la plus complète possible. Vous avez vu dans la diapositive précédente que Gilles Coudoulet sera conseiller en charge de la sécurité et de la prévention directement auprès de moi. Donc lui, il ne sera pas rattaché à un adjoint, mais à moi, puisque vous savez que la police municipale est directement liée au pouvoir de police du maire. Donc l'idée, c'est que Gilles puisse travailler à mes côtés sur ce sujet, et Laura Siffer, conseillère métropolitaine. Donc sur cet aspect-là, donc sur les ressources et les moyens généraux, donc Sylvain Prat aura à ses côtés 3 conseillers délégués, Michel Langlais qui aura en charge les questions de sobriété et d'éthique numérique, et c'est à ce titre-là notamment qu'il siégera au CIDPI, vous venez de voter pour lui. Yamina Archi sera conseillère déléguée en charge du budget, et Laura Siffer aura une mission d'évaluation des politiques publiques. Sur la santé, la solidarité et la citoyenneté, qui est un pôle très important, puisque Clémence Aubert conserve la partie citoyenneté et voit sa délégation étoffée sur la santé et la solidarité. Elle aura plusieurs conseillers délégués, nombreux. Sur le logement, Roselyne Blin continuera d'assurer cette mission-là. Sur l'égalité, sur l'accessibilité, mais également sur les aînés, c'est Déborah Mécréant qui sera conseillère déléguée auprès de Clémence Aubert. Sur la santé et le bien-être, c'est Michel Libersac qui assurera cette mission. Sur la partie citoyenneté, Maude Giffard-Carlet sera conseillère déléguée en charge de la participation et de l'engagement citoyen, avec un regard particulier sur tout ce qui concerne notamment le réemploi et le soutien aux actions qui sont menées par les associations et les citoyens sur cette thématique-là. Sur la proximité, avec un regard sur le plan de lutte contre les incivilités, les animations et le jumelage, c'est James Capoccioni qui sera conseiller délégué. Denise Bédiez assurera une double délégation, la première au commerce et sans rapport, une sur la politique funéraire. Et Anaïs Buckings aura également, elle, une double délégation, mais une seule dans ce domaine-là, puisqu'elle travaillera sur le lien avec le monde économique. Le lien avec le monde économique qui n'est pas forcément le monde des commerces de la commune, mais travailler également sur la représentativité de notre commune et sur son rayonnement dans le monde économique à l'extérieur de la commune. Sur le pôle urbanisme, cadre de vie et projet cœur de ville, Véronique Blanc sera assistée, là encore une fois, d'Anaïs Buckings, qui travaillera en particulier sur les projets urbains et sur la qualité des espaces et des lieux publics. Sur la sobriété énergétique et le patrimoine municipal, Éric Monte travaillera avec Olivier Gagliardini, qui sera conseiller délégué en charge de la transition énergétique. Et puis sur la ville durable, l'alimentation, la végétalisation et les espaces publics, il y a plusieurs conseillers délégués qui assisteront Alice Molon, parmi lesquels Lucas Cotaz, qui sera en charge de la nature en ville et des espaces naturels. Sur les mobilités, c'est Michel Langlais, qu'on a vu tout à l'heure avec une délégation sur le numérique qui sera également en charge de cela. Gilles Coudoulet, qui a également une mission, on l'a vu tout à l'heure, sur la sécurité, travaillera sur la culture du risque et sur la résilience. Et puis Charlie Sellona travaillera en particulier sur la propreté urbaine de manière générale, avec un regard particulier sur l'entretien du cimetière et la réduction des déchets, qui est un objectif politique que nous portons. Enfin, sur le pôle émancipation, 3 élus, 3 adjoints, Thomas Grélou, Delphine Laurent et Édouard Monet, on en a parlé. Thomas Grélou aura à ses côtés, en tant que conseiller délégué à l'enfant-jeunesse, Nicolas Janin, et Véronique Huyghe, avec un regard particulier sur la petite enfance, mais également sur l'accompagnement à la parentalité. On a souhaité renforcer sa délégation en insistant sur cet aspect-là des choses. Sur la culture, elle sera également un soutien auprès de l'adjointe Delphine Laurent, puisqu'elle continuera de travailler sur la bibliothèque et sur le projet de médiathèque. Et enfin, sur les politiques sportives, qui est une délégation qui demande une présence importante, Kamel Barka sera en soutien à Édouard Monet, en travaillant en particulier sur les pratiques sportives, et Jean-Yves Gobren, lui, interviendra en soutien aux associations, aux bénévoles et en lien avec les équipements sportifs. Donc voilà l'architecture telle qu'elle est proposée, qui laisse une place à l'ensemble des conseillers et surtout un travail effectif à réaliser. C'était important pour nous et pour moi de vous présenter cela, d'abord pour que chacun sache quel est son interlocuteur, mais également pour qu'on puisse voir l'organisation d'ensemble qui est importante quand on travaille sur cela, pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'en même temps chacun ait un travail réel à faire et des comptes à rendre.
Voilà pour cette organisation. Est-ce qu'elle appelle des remarques? En tout cas, il n'y a pas de délibération, c'est un point d'information qui est soumis à chacun. C'est OK? Alors, j'informe évidemment le conseil municipal que des commissions seront mises en place au conseil du mois de mai. On s'est déjà entendu là pour organiser le calendrier avec l'opposition, pour organiser le calendrier de ces commissions. Et ces commissions seront grosso modo sur les périmètres des pôles que vous avez vus, c'est-à-dire un pôle sur la ville durable dans lequel il y aura l'urbanisme, la sobriété énergétique et la végétalisation et les espaces publics. Un pôle qui sera ressources et moyens généraux dans lequel vous pourrez être amené à travailler. Un pôle santé, solidarité, citoyenneté qui sera piloté par Clémence. Et puis le pôle émancipation qui aura également une commission qui sera liée. Donc on proposera évidemment à chaque élu de l'opposition de siéger dans ces commissions pour que le travail qui soit impulsé par les adjoints et les conseillers délégués puisse être également porté et travaillé avec l'ensemble des sensibilités de notre conseil. C'est bon pour tout le monde. En tout cas, on communiquera sur cette organisation et elle est évidemment à disposition de chacun. Je vous propose que nous délibérions sur les 2 derniers rapports qui nous sont soumis. Le premier concerne les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Et c'est Sylvain Prat, adjoint aux ressources, vous l'avez vu, qui fait la présentation. Oui, donc le cadre légal prévoit une possibilité d'indemniser les élus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques. C'est au conseil municipal de fixer les taux limites pour la rémunération dans un cadre contraint puisqu'il est fixé par rapport à un pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique. Donc les taux maximaux, ce sont pour le maire 67,6% de l'indice brut de 1027. Pour les adjoints, dans le cadre d'une enveloppe maximum de 1/3 du conseil municipal, donc pour Cessiné-Parisé, c'est 9, c'est un taux de 28,60. Et les conseillers délégués ne peuvent être rémunérés qu'à condition de piocher dans l'enveloppe globale maire plus adjoint. Et donc, il vous est proposé pour le conseil municipal de Cessiné-Parisé, au vu de l'élection des 8 adjoints au conseil du 20 mars 2026 et au fait que le maire a exprimé la volonté de ne pas bénéficier du taux maximum pour son indemnité, d'arrêter les taux de rémunération des indemnités à hauteur de 57% pour le maire, de 20,3% pour les adjoints et de 7% pour les conseillers délégués. Alors, il y a une évolution, c'est 21%. C'est 21% pour les adjoints. Oui, c'est 21%. C'est ça. Et 7% pour les conseillers délégués. Oui, en sachant, j'ajoute que par rapport au mandat précédent, la délibération de 2020 portait 57% pour le maire comme aujourd'hui, 21% pour les adjoints comme aujourd'hui et 7,38% pour les conseillers délégués. Là, on est à 7%. Pardon ? Est-ce que vous voulez les montants bruts ? Ils sont affichés, il n'y a pas de... Donc les montants bruts pour le maire, 57%, ça représente 2 343 € bruts. Pour un adjoint, c'est 863,21 € bruts. Et pour un conseiller délégué, c'est 287,74 € bruts. Voilà. Et en net, ça fait de l'ordre de 1 800 €, de 600 € et de 200 € net par mois. Bien, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions là-dessus ? Oui, Fabien Durand-Poudré. Alors, cette délibération, elle pourrait apparaître comme une simple question technique. Vous l'avez évoqué, il y a une enveloppe, etc. Elle en dit cependant beaucoup de la conception du pouvoir et de l'engagement public et du respect du pluralisme démocratique en 2026, quelles que soient les majorités élues. Je voudrais être très clair sur 2 points fondamentaux. Oui, l'engagement des élus mérite une reconnaissance, car c'est un engagement fort. Loin de moi l'idée de remettre tout en cause. Oui, il est normal d'indemniser celles et ceux qui s'investissent pour la collectivité dans le respect de la loi et de manière juste et équitable.
Comme dans la plupart de mes interventions, je vous parlerai en me référant à la pratique habituelle, tout en étant ouvert au changement et même en la soutenant, puisque je considère qu'une société qui vit toujours dans le passé n'est pas une société qui va de l'avant. Aujourd'hui, vous nous proposez 15 conseillers délégués pour une commune de notre taille. C'est un niveau exceptionnellement élevé, puisque la pratique habituelle pour les communes de notre strate se situe entre 6 et 8. Et surtout, cela représente plus de 4 300 € par mois, soit plus de 32% de l'enveloppe globale. À partir de là, la question est simple. Quelle est votre logique de fonctionnement ? S'agit-il d'une organisation efficace au service des Cécinétois ? Ou est-ce un système de répartition politique des indemnités autorisées par la loi ? Nous posons la question sans détour, car c'est notre rôle, mais au fond, le sujet va encore plus loin. Car dans le même temps, rien n'est évidemment prévu pour l'opposition. Or, être dans l'opposition, et vous le savez aussi bien que moi, monsieur le maire, puisque vous avez été sur ces bancs bien avant nous, c'est aussi travailler, étudier des dossiers, être présent en commission, représenter les habitants qui ne vous ont pas élus dans la majorité, mais qui vous ont quand même élus. Finalement, notre rôle est aussi important. Comme tous vos élus, nous avons tous sur ce banc une famille, des engagements associatifs et ou professionnels forts. Soyons lucides aussi. Être dans l'opposition, c'est une position exigeante, voire encore plus exigeante, car nous n'avons pas les mêmes moyens, pas la même visibilité, et trop souvent une reconnaissance insuffisante, mais les mêmes responsabilités démocratiques. Dans les grandes communes, l'indemnisation de l'opposition est un droit. Dans les communes de notre taille, la loi nous laisse le choix. Alors aujourd'hui, vous nous proposez votre choix, indemniser largement, très largement, quasiment toute votre majorité. Nous vous proposons simplement d'aller jusqu'au bout de cette logique, monsieur le maire, en reconnaissant aussi le rôle de l'opposition, même de manière très symbolique. Car pour de nombreux citoyens qui se sont éloignés de la politique, il pourrait même apparaître logique que l'on attribue une indemnité symbolique à tous les conseillers et qu'elle soit finalement conditionnée à la présence réelle des conseillers municipaux sur le terrain, en commission et en conseil municipal. Ça s'appelle juste rendre des comptes. Alors vous faites aujourd'hui le choix de ne pas reconnaître notre travail et à titre seulement idéologique, je pense que c'est une erreur, car il y a un enjeu démocratique majeur dans la représentativité à tous les échelles en politique. Permettre à des profils variés de s'engager pour la collectivité. Nous avons sur nos bancs des personnes jeunes, des personnes plus âgées, des personnes actives. Éviter que seuls ceux qui ont les moyens puissent tenir dans la durée, surtout quand on doit s'absenter de son travail ou faire garder ses enfants. Renforcer la qualité du débat démocratique, éviter le découragement, les abandons. Monsieur le maire, pour faire vivre une démocratie locale réelle et pas seulement formelle et au-delà des discours, il faut prendre ses responsabilités et poser des actes. On peut continuer à faire comme partout, ou alors on peut décider de faire mieux. J'aurai certainement d'autres occasions, d'ailleurs, de revenir sur les conditions d'un réel travail avec l'opposition, vraisemblablement au prochain conseil municipal. Alors soyons cohérents. Si vous considérez que l'engagement mérite une indemnisation, alors cela doit valoir pour tous ceux qui s'engagent ici. Et si vous choisissez de contenir la dépense publique, alors faisons-le de manière responsable et équilibrée. C'est précisément le sens de notre contre-proposition. Nous proposons que vous mainteniez votre indemnité, monsieur le maire, elle est légitime. Elle est complétée d'ailleurs par d'autres revenus professionnels ou indemnités. De mieux reconnaître le rôle structurant des adjoints, de réduire le nombre de conseillers délégués à un niveau cohérent avec de vraies responsabilités identifiées, et ainsi de dégager plus de 17 000 € d'économies par an pour la commune, soit pour la totalité d'un mandat,
plus de 100 000 euros. C'est une organisation plus lisible, plus efficace, plus responsable. En fait, il y a cohérence et équité. Soit vous décidez d'élargir et vous élargissez à tous, soit vous faites le choix de réduire et alors vous réduisez vraiment. Alors nous ne demandons pas de privilèges. Notre objectif, ce n'est pas d'obtenir de l'argent. Vous comprenez bien qu'on s'est investi et pas forcément pour de l'argent. Nous vous demandons juste de la cohérence, de l'équité et du respect. Soit vous assumez une logique d'élargissement des indemnités, et alors vous allez jusqu'au bout de cette logique et vous reconnaissez notre rôle, soit vous allez expliquer aux Cessinétois pourquoi certains s'engagent et sont payés et d'autres pas. Alors vous faites le choix d'économiser ou vous faites le choix d'élargir. Cette délibération est une délibération importante, elle donne le ton du mandat. Et en l'état, si vous souhaitez maintenir cette organisation, je vous informe que nous voterons contre. Je vous remercie. Alors, vous avez raison de dire qu'elle donne le ton du mandat. Et votre intervention, elle donne aussi le ton du mandat et celui que vous voulez donner aux jours qui viennent. Et puis finalement, vous êtes un peu dans la démagogie parce que vous nous proposez deux solutions qui sont opposées en disant allez-y, choisissez, soit vous indemnisez tout le monde, soit il faut faire des économies. Et si jamais on décide d'indemniser tout le monde, on les met où les économies? Donc si vous voulez, le ministère de la Parole, il vous donne quand même une responsabilité, celle de choisir. Et en nous demandant de faire un choix, ce qui est notre rôle puisque nous sommes majoritaires ici, on va le faire le choix. Mais vous adressez en pointant le doigt de la responsabilité, en jugeant, en vous disant soit vous allez dépenser l'argent des Cessinétois à de nombreux élus qui ne font rien, soit il vous faut être équitable, et à ce moment-là, la dépense sera justifiée. Mais moi, il me semble qu'on peut assumer des positions sans dire à la fois tout et son contraire. C'est un peu ce que vous venez de faire. Donc moi, j'ai une ligne qui est celle qu'il faut indemniser des gens selon la différence de leur charge. Ça fait partie de la manière dont on peut considérer notre travail. Quand on est maire 24 heures sur 24, ça nécessite un engagement le soir, le week-end. On peut se dire que 1 800 € par mois pour faire 80 heures par semaine, pour être le responsable de 250 agents, avoir la responsabilité juridique pénale de la commune, ce n'est pas quelque chose qui est délirant. Donc on peut se dire que le maire à 1 800 € par mois, pourquoi pas? Il y a à peu près 90% des agents de la collectivité qui sont mieux payés que le maire. Ensuite, les adjoints, qui ont une délégation, qui sont officiers de police judiciaire, administrative, qui font des mariages, qui font des astreintes, qui, à un rythme régulier, font un travail qui exige de leur part un engagement fort. Et ce n'est pas seulement travailler en conseil municipal pour lever le doigt, pour se faire plaisir. C'est vraiment, encore une fois, une responsabilité jour et nuit. Et puis après, il y a des conseillers délégués qui sont chargés d'une mission. C'est-à-dire que ce que je viens de vous lire en tant qu'organigramme sont des personnes qui ont des comptes à rendre, qui ont des délibérations à travailler, qui doivent aller dans les commissions, qui ont des responsabilités auprès de services dont ils doivent assumer aussi une partie, non pas d'animation, mais de lien politique. Et le choix que l'on fait, c'est de ne pas avoir de plante verte, même si on s'appelle naturellement et qu'on est un peu écolo sur les bords. L'objectif pour nous, c'est que les personnes qui sont là, elles aient une vraie mission à remplir. Donc le prisme qui a été choisi, c'est celui-là. Quand on est élu d'opposition, et nous l'avons été pendant longtemps, on a la responsabilité que de prendre la parole en conseil municipal, que de donner son avis, que de faire entendre une parole qui est une parole des habitants, mais on n'a pas la responsabilité de gérer une collectivité. Et donc finalement, le choix qu'on fait, c'est d'indemniser ceux qui ont un travail identifié pour la collectivité. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de finances publiques, l'enveloppe, on ne la consomme pas totalement. Et que vous avez regardé, le maire, il peut aller jusqu'à 67%, on se contente à 57%. Et donc les 14 000 € que vous évoquez, on est en deçà de ce que la loi nous permet de faire. Donc il faut à la fois indemniser correctement et en même temps faire attention par rapport à la question de l'argent public. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 8 adjoints. Au mandat précédent, il y en avait 9. C'est aussi parce qu'on a fait le choix de supprimer un adjoint mieux indemnisé pour pouvoir indemniser davantage les conseillers délégués avec une mission. Et ça, c'est en termes de responsabilité par rapport à la dépense publique, un choix qu'on a pu faire. Et puis ensuite, je veux vous donner un dernier élément qui va dans le sens de ce que vous évoquez et qu'on a mis en œuvre au dernier mandat et qui va subsister.
puisque nous n'apportons pas d'indemnité aux élus de la minorité, comme à certains élus qui ont fait le choix de renoncer d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs conseillers de la majorité qui ont fait le choix de renoncer à leur indemnité, eh bien, nous avons mis en place un système dans lequel nous pouvons compenser notamment des pertes de salaire. Et quand vous avez des réunions officielles, conseils municipaux, commissions, et que votre employeur doit vous libérer pour, comme la loi le demande, pour assister à ce temps de travail officiel en tant qu'élu, eh bien, nous avons mis en place une indemnité qui compense les pertes de revenus. Et donc ça, c'est une manière pour nous de dire, oui, il y a les indemnités, et dans une commune comme la nôtre, elles valent aux élus de la majorité parce qu'ils ont une mission, mais oui, il y a un besoin réel et on peut perdre de son argent quand on travaille, même si on est mis à disposition et que la loi le permet, et donc on a mis en place cela. Donc ces indemnités, elles ne sont pas votées dans le cadre d'indemnités classiques. Par contre, toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui en expriment le besoin seront indemnisés sur les pertes de leurs revenus par rapport à leur salaire. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris au dernier mandat et qui sera maintenu sur ce mandat-là. Et évidemment, c'est ce qui paraît être juste et correspondre à ce que vous avez invoqué. On n'est pas dans la symbolique. L'indemnité, c'est quelque chose qui n'est pas un salaire, mais qui indemnise la compensation d'une perte de revenus. Parce que c'est pareil, quand on est maire ou quand on est adjoint, on est obligé de prendre un temps partiel. On ne peut pas travailler à temps plein à côté. Et donc l'indemnité, elle est là non pas pour... parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut vivre, il faut bien vivre. Quand on est conseiller délégué à 200 € par mois, ce n'est pas ça qui fait vivre. Ça compense le temps qu'on est obligé de consacrer, notamment en journée, pour s'organiser avec les services. Donc dès lors qu'il y a une réunion à laquelle vous êtes invité, votre présence est requise et qu'elle est sur votre temps de travail, la commune de Cessiné-Parisé s'engage à l'indemniser et à indemniser cette perte de salaire. Voilà. Voilà pour la position qui est celle de la majorité municipale. Je vous remercie pour ces éclaircissements. Bien, je mets donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, cette délibération aux voix. Donc, y a-t-il des avis contraires? Vous n'avez pas dit que vous vous absteniez? Ok. Donc, avis contraire 6, des abstentions. Adopté, je vous en remercie. Je vais laisser la parole à Delphine Laurent, adjointe en charge de la culture, pour évoquer la remise gracieuse et les remboursements de frais de scolarité pour l'absence prolongée d'enseignants. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc il s'agit pour cette délibération d'une demande... J'ai perdu ma délibération. Il s'agit d'une demande d'annulation de dette et de remboursement de frais de scolarité pour 23 familles qui ont inscrit leur enfant au conservatoire pour l'année 2025-2026 pour des cours d'éveil et de jardin musical. L'enseignante étant absente depuis le mois de novembre, 4 séances ont pu être rattrapées. Donc, du fait de l'absence de ces séances, il a été proposé de rembourser ces familles pour le 2e trimestre, donc d'un montant de 585,20 €. Et comme l'enseignante ne sera pas remplacée d'ici la fin de l'année, donc on propose d'annuler les cours jusqu'à la fin de l'année pour le 3e trimestre. Et donc la somme est de 584,20 €. Donc une demande de remboursement et une demande d'annulation de dette. Merci beaucoup Delphine. Sur cette demande de remboursement et d'annulation, oui, Fabien Durand-Poudret. Donc cette demande de remboursement de frais de scolarité est tout à fait logique et nous vous remercions de tenir compte du contexte. Nous ne pouvons évidemment que regretter qu'un remplacement n'ait pas pu avoir lieu. C'est comme ça, on ne peut pas toujours choisir. Donc notre groupe souhaite saluer la démarche de la municipalité et nous voterons évidemment favorablement à cette délibération. Merci. Et effectivement, il y a eu 2 remplaçantes et ça a pu être fait que sur 4 cours. Ouais. En tout cas, on essaye de remplacer et je note que, notamment au niveau de l'éducation nationale, on a des enseignants qui sont absents et qui laissent des classes sans remplaçants pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qu'on a notamment un cas aujourd'hui sur la commune de Cessiné-Parisé, et que nous, en tant qu'employeur, on essaye de remplacer dès que c'est possible, et notamment la situation de la petite enfance, qui est un sujet assez compliqué. Mais voilà, on est aussi tributaire en tant qu'employeur des états de santé, et même si on essaye de bien faire, je rappelle un élément quand même qui est important, c'est que nous ne relèvons pas du régime de la sécurité sociale, et que toute personne qui est absente continue d'être payée par l'employeur. Et que quand on prend un remplaçant, on paye donc 2 fois le traitement de l'agent. Alors il y a parfois des
Il y a des assurances qui peuvent exister au bout d'un certain temps, mais ça fait aussi partie des contraintes qui sont les nôtres. Très bien, donc je mets donc aux voix cette délibération. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie et je vous remercie de votre patience. L'ordre du jour est épuisé et le conseil municipal est clos. Merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée.